canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Micro Ciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Alors, c'est une émission un peu particulière aujourd'hui. J'aurai 2 invités, mais qui ne seront pas dans le même cadre. 2 invités qui ont bien évidemment, il y a un lien, commun qui est très fort, qui est Henri Janson. Henri Janson, alors ça aussi, il faudra qu'on en parle aussi un peu plus tard. Qui est Henri Janson? Bah, pour les cinéphiles, normalement, ils le connaissent. Henri Janson, c'est, allez, on va dire Hôtel du Nord pour aller très très vite, mais c'est pas que, et surtout pas que. C'est un des plus grands dialoguistes de l'histoire du cinéma, point. C'est un grand scénariste, c'était aussi un journaliste et aussi un cinéaste, on en parlera peut-être après. Et pour en parler d'Henri Janson, il y aura Christophe Mousset qui interviendra dans la deuxième partie de cette émission. Et pourquoi Henri Janson? Parce qu'il y a un documentaire qui sera publié à partir du 7 juin sur une plateforme, la plateforme Gaumont Classique. Et donc, c'est pour ça que notre premier invité, Maxime Gruman, est là pour nous parler de cette plateforme parce qu'il est directeur vidéo et VOD de Gaumont. Voilà, donc tout est cohérent, tout est logique et je suis très content qu'il ait accepté cette invitation. Et je remercie Thierry Vidot pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Comment allez-vous, Maxime? Bah, très bien, merci de me recevoir. Bon, est-ce que j'ai tout dit? Je ne me suis pas trompé, j'espère. Je n'ai pas oublié quelque chose de très important. Impeccable. Eh ben, moi, je vais vous poser une question. Alors, ça a un lien certainement avec Gaumont, mais surtout avec le cinéma. Et c'était pas prévu, hein, je vous en ai pas parlé, mais voilà, là, je suis très curieux. J'ai l'habitude, il y a une question que je pose souvent à mes invités, très curieux cette question, c'est très bien non plus, en plus, c'est de savoir un peu quelle était leur première image, la fameuse image marquante, peut-être qui aurait un lien aujourd'hui avec leur rapport qu'ils entretiennent avec le cinéma. Vous travaillez au sein d'un laboratoire immensément connu, Gaumont. Quelle serait, vous, Maxime, votre image marquante, celle qui peut-être vous définirait le rapport que vous entretenez avec le cinéma? Voilà, pas une question évidente. Image marquante de mon enfance, peut-être. Ah bah ça peut être, Mes c'est premières séances certainement de l'enfance, ouais. ouais, ouais, mes premières séances de cinéma. J'ai eu la chance d'aller jeune au cinéma. Moi, je suis un enfant des années 80, donc mes premiers souvenirs, c'est fin 80, début 90. Et, heu, et une image qui me vient en tête comme ça, et c'est pas uniquement parce que c'est un film Gaumont, sont Les Visiteurs. J'ai un souvenir assez précis d'avoir vu Les Visiteurs en 93, je crois, au cinéma, avec mon père, voilà. Et Et en plus, alors c'est un film c'est très surprenant parce que c'est un film qui est assez réhabilité aujourd'hui. Enfin, je dis une bêtise parce qu'à l'époque, il a eu un grand succès, un des plus grands succès même d'histoire du cinéma. Mais bon, voilà, il y avait aussi une certaine critique assez négative. Il a toujours gardé comme ça. Et aujourd'hui, il est assez réhabilité, même parmi celles et ceux qui peut-être l'avaient critiqué férocement. Je tout à n'en fait. fais pas forcément partie. Je referme la parenthèse assez rapidement. Mais moi, voilà. Bon, alors on a cette image-là. OK. Parlez-nous un petit peu de ce laboratoire au sein même d'un laboratoire, donc de la plateforme de cette plateforme Gaumont Classique. Mmh. Quelle est l'origine de l'existence de cette plateforme? Alors cette plateforme, elle est née d'un constat. C'était le constat qu'on se faisait en interne, qu'on avait aujourd'hui un déficit d'exposition pour nos œuvres de patrimoine et notamment, les films en noir et blanc. Alors quand je dis déficit d'exposition, certes, tous les films qui sont aujourd'hui présents sur, la plateforme Gaumont Classique existent sur support physique, DVD, Blu-ray, parce qu'avant de devenir un éditeur de services de plateforme, de vidéo à la demande par abonnement, chez Gaumont, on s'occupait déjà de l'édition en vidéo physique au travers de nos collections DVD, Blu-ray sur les films de patrimoine. Mais ces films, étaient assez peu exposés sur les chaînes de télévision, gratuites, historiques, on va dire, TF1, France Télévisions, M6 et finalement assez peu représentés également sur les grandes plateformes, mondiales de streaming type, Prime Video, Netflix, Disney, Paramount, voilà, qui se concentrent, sur du cinéma français, mais essentiellement sur du cinéma populaire et donc récent et couleur. Donc on s'est dit: «À notre connaissance, il n'y a pas d'autres plateformes dans le monde qui proposent une sélection, exclusivement dédiée au cinéma noir et blanc, donc pourquoi on ne le ferait pas nous-mêmes?» puisqu'on a du mal à aller commercialiser nos films auprès de ces diffuseurs TV et de ces plateformes.
Voilà comment est né Gaumont Classique. On s'est penché sur cette question au travers des multiples confinements en 2021 Mmh. et la plateforme a vu le jour le 10 mai 2022. Donc là, elle a fêté ses 2 ans le mois dernier. Donc en fait, en fin de compte, si j'ai bien compris, il y avait une certaine partie de l'histoire du cinéma français, non pas les plus connus, non pas les films les plus connus qui sont de temps en temps vus à la télévision, mais la plupart du temps, une grande partie de ce patrimoine, comme vous dites, vous avez remarqué que c'était quelque chose qui était, délaissé et pas forcément que par la nouvelle génération, mais aussi par d'autres générations les plus anciennes. Bah, c'est délaissé, y compris par les générations plus anciennes, parce qu'elles n'y ont pas facilement accès. Mmh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces œuvres, enfin, jusqu'à maintenant, ces œuvres étaient proposées sur support physique, où il y a un coût d'acquisition qui est assez élevé, ou alors sur les plateformes en vidéo à la demande, transactionnelle à l'acte, quand vous louez ou que vous achetez un film. Mais généralement, ces plateformes-là mettent en avant les œuvres récemment sorties en salle de cinéma. Parce que l'essentiel de la consommation se porte sur ce type d'œuvres récentes. Résultat, pour que les œuvres de patrimoine soient exposées, éditorialisées, c'est pas sur ces plateformes qu'il faut se tourner. Et à moins que vous sachiez précisément quel film vous avez envie d'aller voir, et mmh. dans ce cas-là, vous allez les retrouver sur les plateformes à la location à l'achat, sur toutes les grandes plateformes françaises et américaines, la plupart de ces films sont référencés, donc vous pouvez les trouver. Mais c'est pas la plateforme qui va vous les pousser, les proposer, les suggérer. Donc, ça ne suscite pas la découverte et la curiosité. Et nous, on voulait justement proposer des œuvres rares qu'on exposait peu par ailleurs et que le public ne connaît pas forcément. Donc, le but, c'est d'être aussi dans une forme de recommandation et pas uniquement sur des films qui ont bénéficié d'une restauration, que ça soit une restauration HD, 2K, 4K, Mmh. parce qu'aujourd'hui, c'est une barrière à l'entrée sur les chaînes de télévision et sur les plateformes. On a encore malheureusement beaucoup de films qui n'ont pas été restaurés, bah, faute de débouchés commerciaux. Et cette plateforme Gaumont Classique propose tout aussi bien les films restaurés que les films non restaurés. Et ce qui est formidable, ce dont on se réjouit, c'est que nos abonnés visionnent les films qu'ils soient restaurés ou non restaurés. Ce ne sont pas nécessairement les films restaurés qui sont les plus vus. Et même loin de là, alors je vais donner du coup un exemple, parce que on s'amuse évidemment à suivre où on en est sur les visionnages. Tous les 15 jours, on publie sur les réseaux un top 15 des films les plus vus sur les 2 dernières semaines. Généralement, donc c'est la sélection éditoriale du moment qui est mise en avant dans un carrousel, et c'est Mmh. cette sélection éditoriale qui ressort dans le top. Donc c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire que les abonnés suivent aussi nos recommandations. Donc on s'en félicite et on les remercie. Mais je vais donner un exemple. Pour l'instant, là, sur les presque 6 premiers mois de l'année, le film le plus vu sur la plateforme, étonnamment, c'est L'homme à l'imperméable de Julien Duvivier avec Fernandel, qui n'est pas restauré, ce film. Donc oui, on a mis en avant un cycle Julien Duvivier à un moment donné sur la plateforme, donc le film a été vu à ce moment-là, mais au-delà du focus qu'il y a pu avoir autour de Julien Duvivier, le film a continué et continue toutes les semaines d'être plébiscité par les abonnés. Et là, il est passé cette semaine, le film le plus vu depuis le début de l'année sur la plateforme. Qui va sur cette plateforme? Qui Alors ça, c'est exactement? c'est 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 pas évident pour nous Ouais? de déterminer quel est le profil, d'abonnés. Je vous explique pourquoi. On a, 2 formes d'accès à la plateforme. On a, notre plateforme en OTT qui a été lancée donc en 2022, avec notre partenaire NetGem, à laquelle vous pouvez vous abonner au travers de l'interface web et vous pouvez également vous y abonner au travers des applications, sur les stores, Apple et Mmh. et Google. Mais toute cette base d'abonnés accède au même store. Et là, nous avons accès à une base d'abonnés que nous pouvons adresser au travers de newsletters, par exemple. Et nous avons essayé de faire un sondage, une enquête en tout cas, auprès d'eux, déjà pour savoir si ça leur plaisait, qu'est-ce qu'il fallait améliorer, et essayer, s'ils acceptaient de répondre à cette enquête, quel était leur âge, pour Mmh. essayer de comprendre qui sont nos abonnés. Donc là, on a déterminé que notre base abonnée étaient, dans la grande majorité, des cinquantenaires. D'accord. Et les cinquantenaires, on s'est dit: «Finalement, ce ne sont pas, des nostalgiques de ces films-là
qu'ils auraient pu découvrir en salle de cinéma dans les années 50 ou 60, parce que sinon ils ne seraient pas cinquantenaires, ils auraient plus de 80 ans. Donc Ah c'est oui, plutôt... je suis cinquantenaire, Ouais. pratiquement, donc ça me parle. Donc c'est pas possible d'aller dans les années 50 et 60 Non, en salle de ce n'est cinéma. pas possible. Et ce ne sont pas des octogénaires non plus qui sont principalement abonnés à notre base, donc à notre plateforme. Donc on pense aussi que ce sont des gens qui, soit qui sont curieux, bon évidemment ce sont des cinéphiles, hein, on a une offre de compléments, donc Ouais. c'est avant tout une plateforme dédiée aux cinéphiles. Et donc des gens qui auraient peut-être pu découvrir ces films-là en télévision dans les années 70, quand ces films étaient plutôt bien représentés en télé, 70 et 80. Et puis de l'autre côté, on a une autre base d'abonnés, mais qui est beaucoup plus opaque pour nous, c'est au travers de Prime Video, Amazon, puisque Mhm. depuis juin l'année dernière, donc ça, on va bientôt fêter les 1 an de la présence de Gaumont Classique sur Prime Video, vous pouvez souscrire, à condition d'être déjà abonné à Prime, à un abonnement complémentaire en chaîne, c'est comme ça que Amazon appelle cela, pour accéder à tout le contenu, toute l'offre de Gaumont Classique. En revanche, là, c'est Amazon qui commercialise notre offre et qui est détenteur de la base abonnée. Donc ces gens-là, on identifie moins qui ils sont. En tout cas, on ne peut pas essayer de leur poser la question. Et je précise que pour notre base directe, l'accès à la plateforme est relativement simplifié, même à l'extrême, et puis pour des questions de RGPD. Comme nous n'avons pas de contenu adulte, on n'a pas mis en place de système invitant l'utilisateur à renseigner sa date de naissance. Donc Mhm. aujourd'hui, il suffit d'une adresse email et d'un mot de passe, hein, Ouais. pour pouvoir s'inscrire à la plateforme. Résultat, voilà, on a peu d'informations, sauf au travers d'enquêtes. Un adulte, c'est-à-dire contenus qui sont pas réservés aux moins de 18 ans, des contenus pornographiques. Exactement. Exactement. Alors, ce qui est voilà, c'est là, restons à l'intériorité même de cette plateforme, de ce laboratoire. Comment vous avez, pensé l'architecture? Alors, on arrive en 2022, donc bien si on y a pensé en 2021, Netflix, qui est la référence, en tout cas en termes d'historique, est arrivé en 2014 en France de mémoire. Résultat, on a un niveau d'exigence de la part des utilisateurs de ces services de vidéo à demande par abonnement qui est assez élevé. Donc d'emblée, il faut qu'on réponde à leurs attentes et avoir une certaine qualité de navigation, de fluidité, de visionnage. Donc on a travaillé avec un partenaire qui est NetGem pour avoir une ergonomie qui soit, on va dire, dans les normes de ce qui est attendu aujourd'hui par des abonnés. On ne peut pas se permettre d'être, on va dire, à la traîne vis-à-vis de ces demandes-là. Donc, dès le premier jour, dès le lancement, déjà on était présent dans les stores iOS et Android, ça nous paraissait indispensable. On a très vite intégré les fonctionnalités Chromecast et AirPlay. Au niveau du design de l'arborescence, tous les visuels ont été travaillés par nos graphistes chez Gaumont en interne qui ont fait donc ces visuels noir et blanc autour des films, puisque vous avez les briques dans la navigation, puis les images de fond quand vous êtes sur la fiche de l'œuvre. On a également tenu, et ça c'était très important pour nous, pour renforcer le côté éditorialisation de la plateforme, à récupérer et réemployer tous les suppléments, les compléments de programme qu'on avait produits depuis une douzaine d'années, maintenant une quinzaine d'années, pour nos éditions en vidéo physique, DVD, Blu-ray, puisque tous les films qui sont sur Gaumont Classique existent sur support physique. Tous ne sont pas malheureusement pourvus de suppléments, mais tout ce que nous avons pu utiliser, nous l'avons mis en ligne à disposition du public et nous avons depuis produit d'autres suppléments pour des œuvres qui jusqu'à maintenant étaient dépourvues de suppléments. Donc on est aujourd'hui on a 350 films en ligne, on est dans une logique incrémentale. On a démarré Mmh. avec 200, tous les mois on ajoute de nouveaux titres sans en retirer. D'ici la fin de l'année, on aura dépassé les 400. Donc en 2 ans et demi, on aura doublé le volume d'œuvres en ligne sur la plateforme. Et on rajoute également des suppléments. Et là, on doit être aux alentours de 90 heures de suppléments. Je crois qu'on en a, on doit se rapprocher des 230, 250 suppléments. Donc on a évidemment plus de la moitié de notre catalogue aujourd'hui qui est accompagné de suppléments. J'allais vous poser la question, j'allais vous dire, grosso modo, le catalogue,
Gaumont Classique, enfin, oui, vous référencez combien de titres à peu près? Bah, là, on a dépassé les 350 sur la plateforme et Ouais. heu et donc on atteindra 400 d'ici la fin de l'année. Nous, on a encore de la réserve, heureusement, hein, dans notre Ah catalogue oui, Gaumont de c'est films en Gaumont. noir et blanc et puis, parce que Gaumont, bah, c'est 129 ans cette année Mmh. d'existence. Donc on a énormément également de programmes courts et de films muets. Donc on n'arrive évidemment pas de manière massive avec ces films muets, parce que malheureusement aujourd'hui, c'est pas ce qui, suscite le plus d'intérêt de la part de nos abonnés, même si, et là on se réjouit, 100 des œuvres qui sont présentes en ligne, donc y compris les muets, sont visionnées chaque année, par les utilisateurs. Vraiment 100 de catalogue est visionné. On n'a pas d'œuvre qui reste non vue. Donc ça, c'est heureusement, c'est positif. Mais aujourd'hui, voilà, ces œuvres muettes sont très, très peu exposées, par ailleurs. Donc ça nous semblait pertinent de pouvoir les mettre en ligne, parce que ça leur offre un écrin pour être vu, pour être exposé. De même que des courts-métrages, parce qu'on a beaucoup de grands réalisateurs, au catalogue, qui ont signé, avant de faire des longs-métrages, des courts-métrages, et ces courts-métrages ne trouvent pas toujours de débouchés, pour être mis à la disposition du public. Donc là, on est content aussi sur la plateforme de pouvoir leur trouver une place et de les rendre disponibles. Alors bien évidemment, j'ai omis de le dire, mais c'est tellement évident que j'ai omis de le dire, c'est que dans le descriptif de cette vidéo, vous avez le lien qui renvoie directement au site de Gaumont Classique. Donc je vous invite à y aller et puis à voir à peu près ce qu'il en est. Alors il y a, Henri Janson, j'en parlais dès le début de l'émission. À partir du 7 juin, donc aujourd'hui, on n'enregistre pas le 7 juin, mais voilà, on est dans le cinéma. Donc aujourd'hui, sera, disponible un documentaire, inédit qui s'intitule «Henri Janson, l'art du bon mot». Et en fait, ça serait intéressant de parler, de cette initiative parce que j'ai cru comprendre que c'est le début de quelque chose, ce genre de documentaire sur la plateforme. Exactement. En fait, donc en 2022, on s'est lancé. En 2023, on a, je le disais tout à l'heure, produit de nouveaux bonus pour accompagner les œuvres, comme des présentations des films, des analyses, mais c'était des programmes relativement courts qui faisaient entre, 7 et 10 minutes. Donc ces nouveaux suppléments étaient mis en ligne sur la plateforme, mais nos utilisateurs n'en avaient pas forcément, connaissance qu'il y avait ces nouveaux contenus qui arrivaient, parce que, il était difficile pour nous de les mettre en avant. Bon. Et en 2023, il y a une autrice qui s'appelle Clara Laurent, qui a écrit un livre sur Daniel Darieux. Et là, on s'est dit, bah, on a plein de films de Daniel Darieux sur la plateforme. Je crois qu'on avait, Mmh. à l'époque, on en avait déjà 17. Et il y en avait un qu'on voulait rajouter, qu'on avait programmé. On s'est dit, bah, faisons tout un cycle autour de Daniel Darieux et faisons un documentaire, donc un programme long autour de cette actrice de légende, pour pouvoir le mettre en avant réellement, sur notre plateforme, dans notre carrousel, et de proposer une sélection de films avec, Daniel Darieux, pour vraiment éditorialiser, cela et toujours susciter l'intérêt. Notre objectif, c'est vraiment de susciter la curiosité. C'est pour ça qu'on est dans un modèle de vidéo à la demande par abonnement, où le coût est assez, peu élevé. On est à 4,99 par mois, pour consulter autant de films. Le but, c'est pas de visionner encore et toujours les mêmes films qu'on peut trouver partout ailleurs et qu'on voit en télévision régulièrement. C'est vraiment d'aller plonger dans la découverte. Et il y a des œuvres assez rares avec Daniel Darieux qui sont, au catalogue et qui sont sur la plateforme. Donc on a fait ce documentaire, on l'a mis en ligne, c'était en octobre dernier, donc quelques temps après la publication du livre de Clara Laurent, et on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie, appétence de la part Mmh. des abonnés, pour ce documentaire, et les gens sont vraiment plongés dans, bah, toute la sélection. Donc on avait 18 films, autour de Daniel Darieux, enfin autour du documentaire avec Daniel Darieux, pardon, et tous les films ont été très vus. Donc on s'est dit: «Super, peut-être que c'est ça qu'il faut faire, renforcer, notre, éditorialisation de la plateforme». Donc on a poursuivi cette initiative en 2024. Au mois de mars dernier, on a mis en ligne un documentaire autour de Claude Autant-Lara, pour faire écho à la rétrospective qui avait été faite à la Cinémathèque, Ouais. autour de ce cinéaste, parce qu'on a aussi beaucoup de films, réalisés par Claude Autant-Lara. Maintenant, Claude Autant-Lara, c'était vraiment pour faire écho à la Cinémathèque. La réflexion qu'on a menée, c'est de se dire, Heu, on veut proposer des choses
qui n'ont pas été déjà vues ou faites à de multiples reprises. Ce que je veux dire par là, c'est on avait fait il y a quelques années un documentaire autour de Michel Audiard. Il est sur la plateforme, il est vu, c'est formidable. Et il y a plein de raretés scénarisées ou dialoguées par Audiard que les gens ne connaissent pas forcément. J'invite à les découvrir aussi. Mais ce que l'on veut faire, ce que l'on veut proposer, c'est des choses plus pointues, on va dire, plus cinéphiles, qui vont susciter encore plus de curiosité, plus de découverte. Et c'est pour ça que nous est venue l'idée d'Henri Janson, parce qu'aujourd'hui, on a 10 films dialogués par Henri Janson, et dont un qu'il a réalisé lui-même, le seul Mhm. film qu'il ait réalisé, Les Dix Panames, qui sont en ligne sur Gaumont Classique. Et on s'est dit, voilà, Henri Janson, quand on est cinéphile, on connaît, on peut connaître, on ne connaît pas forcément tous les films qu'il a dialogué, il y en a tellement, et vous en avez cité quelques-uns tout à l'heure en introduction. Euh, voilà, l'idée, c'est de proposer quelque chose qu'on n'a pas vu 100 fois, et à notre connaissance, Henri Janson, c'est pas un cinéaste sur lequel il y a eu énormément de choses qui ont été faites, dites, montrées par ailleurs. Donc, vous en parlerez tout à l'heure avec Christophe qui intervient dans ce documentaire où là on a deux intervenants, donc Christophe et Patrice Lecomte, Mhm. cinéaste, qui a reçu le prix Henri Janson il y a 2 ans, 2020, je crois. Ouais, 2020, 2020, mais quelque chose comme ça. Ouais, ouais. il est décerné en décalé, puisque là, cette semaine, a été annoncé que le prix Henri Janson, le nouveau, était décerné à Alain Chabat. Ça a été annoncé Ah, avant-hier. Voilà, ah bah, enfin cette semaine. Donc c'est Alain oui. Chabat qui reçoit le nouveau prix Henri Janson, qui est un prix qui est remis par la SACD. Donc voilà pourquoi Patrice Lecomte. Donc voilà l'initiative. Et je peux en parler aussi, hein. On a d'autres documentaires qui sont prévus. Donc le but c'est Ah, j'allais vous poser la de question. le Je faire. suis trop Voilà. curieux. Euh, Très bien. Alors je déroule. Allez, On je vous en a, prie. on aura cet été. Alors on va faire un documentaire en 2 parties, puisqu'on a beaucoup de matière et ça nous semblait plus pertinent de le construire ainsi. On va faire 2 documentaires autour des films de truands, les films, les polars noirs français années 50 et années 60. Parce que là, il y a énormément de choses à dire, Mhm. et pas toujours autour des films les plus célèbres. On a des films plus méconnus qui méritent d'être découverts, dont certains qui ont été dialogués par Janson, donc, dont on va parler dans le documentaire autour d'Henri Janson, mais on en reparlera, mais sous un angle totalement différent, pour ce double programme, film de truands. Et puis, on retrouvera, alors je peux en citer un autre qui a été tourné déjà, qui est en montage, euh, quelque chose autour des acteurs de second rôle. Il y a beaucoup d'acteurs Ah oui, qui, oui. qu'on connaît Excentrique. sans connaître. Donc Mhm. là, le premier, alors on verra si ça marche et si on va pouvoir réitérer l'expérience en 2025 autour d'autres second rôles. Mais le premier que l'on va faire, c'est Jean Tissier. Parce que Jean Mhm. Tissier, c'est un acteur incroyable qui a fait plus de 100 rôles au cinéma. Les gens connaissent pas forcément son nom, mais quand on voit sa tête, on se dit, mais en fait, je l'ai vu dans 18 films. Et sur la plateforme, si je dis pas de bêtises, on fera le compte au moment où le doc sera mis en ligne et qu'on fera une sélection éditoriale autour de Jean Tissier. Et je crois qu'on a déjà plus de 25 ou 28 films en ligne avec Jean Tissier. C'est assez incroyable, surtout qu'il a eu une carrière avant-guerre et après-guerre. Donc il y a deux périodes, 2 époques. Mais voilà, donc on a cette envie de renforcer notre éditorialisation au travers de ces documentaires originaux. Je crois même qu'il joue dans Napoléon d'Abel Gans, comme c'est Ah oui, c'est d'actualité en possible. plus. Ah oui, c'est J'en l'actualité, il suis, faudra aller le voir en j'en, salle. j'en suis même pratiquement sûr. Mais alors 2 choses, 3 choses même. La première, je suis encore très curieux. Je voudrais savoir qui avez-vous contacté pour parler des films noirs, les films de truands dans les années 50 et 60 dans le cinéma français. Ce sera quels intervenants ou Alors, intervenantes? alors je peux pas vous, je peux pas vous répondre Surprise. parce que je les ai plus en tête. Pour rien vous D'accord. cacher, alors Sylvain Perret, qui est donc un habitué de Microciné, donc je le cite et je le salue, est le responsable éditorial de cette plateforme, et c'est lui qui supervise la production de tous ces documentaires. Bon, ben, je l'appellerai. Et Voilà. mais en tout cas, faudra que tout ça, enfin, vous reveniez en tout cas sur la chaîne
pour parler de tous ces documentaires parce que moi, c'est intéressant. Mais quand je repense un peu à cette configuration de votre plateforme, Mmh. en fait, j'ai cette impression de retrouver, et je ne suis absolument pas du tout nostalgique, hein, je déteste même ça, je préfère, être mélancolique, on va dire ça comme ça. Mais j'oublie pas ce qui s'est passé. Bah, c'est tout simplement les fameux programmes, surtout dans le service public dans les années 80, d'abord dans les années 70 et un peu les années 80 où il y avait donc un film, voire 2, et entre les 2 ou avant, il y avait une espèce de grande émission où on parlait, bah, du sujet qui était traité. Donc j'ai l'impression qu'il y a, en plus de l'idée de transmission qui est là, qui est cohérente, on n'a pas besoin de. Il y a aussi l'accompagnement. Par exemple, quelque chose, bon, sans être dans la polémique, hein, je la refuse, mais Claude Autant-Lara, c'est bien d'accompagner un cinéaste comme Claude Autant-Lara, parce que bon, c'est assez particulier, C'est Claude Autant-Lara. important. Voilà, et Voilà, d'ailleurs, on l'a évoqué dans le doc, toute la période, plus sombre de exactement, sa vie, exactement. voilà, et Voilà, de sa donc vie publique, voilà, tout à fait. Non, non, oui, c'est important. Il ne faut pas passer sous silence, il faut recontextualiser, il faut expliquer, essayer d'expliquer. Voilà, donc on s'efforce à le faire. bon, alors en tout cas, je répète, il y a un site, un lien dans le descriptif de la vidéo, c'est Gaumont Classique. Je vous invite à aller faire un petit tour et aujourd'hui donc, sera, diffusé, ou même déjà diffusé pendant le moment où vous regardez cette vidéo, ce documentaire autour du dialoguiste, scénariste, cinéaste Henri Janson, très important, qui s'intitule «Henri Janson, l'art du bon mot» et dans lequel donc, enfin 2 personnes reviennent sur sa carrière, Patrice Lecomte, le cinéaste, et puis Christophe Mousset, qui est un spécialiste de l'œuvre d'Henri Janson et qu'on va retrouver d'ici quelques secondes. Merci beaucoup, Maxime Gruman, d'avoir pris le temps Merci beaucoup de nous pour cette expliquer tout invitation. ça. Et Avec c'était un plaisir. plaisir. Je rappelle, vous êtes directeur vidéo et VOD Gaumont. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, bonne Au revoir. journée. Bonne journée. Deuxième partie de cette émission consacrée à Henri Janson. Là, pour le coup, on va vraiment parler du travail de ce scénariste, dialoguiste, mais qui a été aussi cinéaste et journaliste. Alors, je rappelle pour quelle raison, parce qu'il y a un documentaire qui sera diffusé aujourd'hui, le 7 juin, sur la plateforme Gaumont Classique. Le documentaire s'appelle Henri Janson, l'art du bon mot. Il a été co-réalisé par Roland Jean Charnat et Mathieu Moerland. Et dans ce documentaire, il y a 2 personnes qui interviennent pour nous raconter et leur rapport à Janson, mais aussi ce qu'il a été, et ce que ça dit aussi de cette société du cinéma. Patrice Lecomte, le cinéaste d'un côté, et Christophe Mousset, qui a écrit un livre qui a été publié, je crois, en 99, si je ne me trompe pas. Si je Oui, suis oui, voilà, bien. et qui s'appelle Henri Janson, tout simplement, film, texte, référence. Vous êtes un spécialiste donc de cette personnalité, en plus d'être historien du cinéma et travailler dans le milieu du cinéma. Comment allez-vous, Christophe? Très bien, impeccable. Et vous-même? Eh ben, écoutez, je suis très content. Alors, je vais vous poser une question super provocatrice, mais Ouais, en même temps, ça dit des choses parce que parce qu'en même temps, cette question, elle est posée un peu dans le film. Euh, Est-ce que Henri Janson, aujourd'hui, c'est une évidence comme ça pourrait l'être Audiard ou Prévert? absolument pas. C'est un peu pour ça que je fais tout ce qui est un peu de militant pour le faire connaître, encore et toujours, parce que ça fait 35 ans que je travaille sur lui, quand même. Mhm. J'ai consacré la plus grande partie de mes études de cinéma sur lui, et je suis persuadé qu'il faut encore et toujours remettre sur l'ouvrage et parler de lui, parce que bah, il est pas, sa modernité nous est pas venue aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un dont on connaît les films et dont le grand public connaît pas le nom, quoi, finalement. Tout le monde connaît Fanfare la Tulipe, Hôtel du Nord, Pépé le Moco, et personne connaît son nom, personne sait qu'il a travaillé au Canard enchaîné, que ça a été une immense star de l'époque du monde du spectacle plus largement, puisqu'il évoluait et dans le théâtre, et dans la presse, et dans le cinéma. Que c'était un influenceur de l'époque, en fait. C'était un polémiste très important à l'époque, et tout ça, c'est oublié. Donc, mon bâton de pèlerin, j'allais dire, c'est de parler encore et toujours de lui, de le faire connaître à travers tous les canaux possibles. Et dès qu'on m'invite ou que je peux parler de lui, je le fais volontiers parce qu'il le mérite. Mais c'est un travail qui reste à faire. C'est pour ça que je suis très content de ce documentaire de Gaumont qui vient après plusieurs autres. Quand même, il y a eu pas mal de films, de bonus de DVD, de choses comme ça sur lui, mais il n'y a pas eu énormément de livres non plus. Il faut savoir que depuis le mien, il y a eu une compilation faite par René Château, mais il n'y a pas eu encore la vraie biographie, parce que moi, c'était plutôt un travail universitaire.
Il manque encore un peu la vraie biographie. A priori, l'Institut Lumière avait un projet dans les cartons, mais qui est en stand-by depuis de nombreuses années. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose sur lui et toutes les occasions sont bonnes pour parler de lui. Et je crois que tous ces films qui ont été remasterisés sur Gaumont Classique donnent une vraie occasion de savoir qui il était et ce qu'il a fait d'important dans sa carrière. Bah, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vais les citer comme ça. Il y a Un carnet de balles de Julien Duvivier qui date de 37, Les Maudits de René Clément qui date de 47, Entre 11 heures et minuit d'Henri Decoing qui date de 1948, Lady Paname, c'est lui qui l'a réalisé, ça on y reviendra, qui date de 1950, La Minute de vérité et Le Garçon sauvage, tous les deux sont des films réalisés par Jean Delannoy, l'un en 52, l'autre en 51. Pobouille, une adaptation de Zola, réalisée par Duvivier en 57, Le Puits aux trois vérités de François Villiers en 61, Le Glaive et la balance d'André Cayatte en 63 et Le repas des fauves de Christian Jacques en 64. Un moment dans le film, je crois que c'est Patrice Leconte qui ouvre le bal en parlant de Lady Paname et il dit en gros, si quelqu'un rentre dans la salle et voudrait savoir un peu ce que c'est qu'Henri Janson, il faut qu'il voit Lady Paname, le film qu'il a lui-même réalisé. Pourquoi est-ce qu'il y a tout dans Lady Paname concernant Janson ou est-ce que c'est autre chose, c'est un autre aspect? Alors dans Lady Paname, il y a tout. Effectivement, il y a tout. Il y a l'univers qu'il aimait, la façon dont il travaillait avec les comédiens, ses thèmes fétiches, ses répliques un peu fétiches. Mais il y a aussi tous ses défauts d'écriture et de professionnel. C'est-à-dire que dans Lady Paname, alors il n'était pas du tout réalisateur et il avait envie d'être réalisateur, mais je pense qu'il avait détesté l'expérience, c'était très compliqué pour lui. Par exemple, dans ce film, il met tous ses bons mots, toutes les choses intéressantes dans les premières demi-heures du film, et ensuite il n'y a plus rien. C'est-à-dire le film se dégonfle assez rapidement. C'est-à-dire qu'il y a aussi dans le film ces défauts de scénariste notamment, puisque c'était pas du tout un constructeur d'histoire, c'était un brillant dialoguiste. Mais par contre, sur les histoires, parfois il se trompait, il se souvenait plus du personnage et du fil, enfin la continuité qu'il avait écrite. Il avait du mal en fait à faire une chose construite avec des choses intéressantes du début à la fin. C'est pour ça qu'il a fait que quelques scénarios vraiment très intéressants, comme celui du Garçon sauvage par exemple, mais quelques autres, mais c'était pas un constructeur d'histoire. Donc il a mis un peu tous ses bons mots, tout ce qu'il savait faire. En fait, il aurait dû faire un moyen métrage presque, parce que ça aurait été plus intéressant. La fin, la deuxième partie est vraiment ratée, et c'est dommage parce qu'il y a tout l'univers, il y a la reconstitution du faubourg de Paris de manière impressionnante au niveau des décors, il y a la vie du spectacle. En fait, c'est quelqu'un qui était passionné par le théâtre et les coulisses et le music hall. Tout ça, c'est un peu des choses oubliées aujourd'hui, mais c'était son univers, quoi. Montparnasse, les dancing, les petites salles de spectacle, etc. Donc c'est vrai qu'il y a tout son univers, et puis il y a surtout alors il n'y a pas Arletty, mais il y a surtout Jouvet, quoi, qui était la personne qu'il aimait le plus sur scène et aussi hors de la scène, puisqu'ils étaient de très grands amis. Et Jouvet n'a tourné que des films, quasi que des films dialogués par Janson. Donc. Est-ce que quand vous découvrez l'univers d'Henri Janson, qu'est-ce qui vous frappe d'emblée? Est-ce que c'est plutôt, comme dirait le sous-titre de ce documentaire, l'art du bon mot? Alors, je ne veux absolument pas minimiser ou réduire le documentaire, bien évidemment. Je trouve que c'est un peu facile, l'art du bon mot, parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus concernant Janson, et c'est là où je veux en venir. Est-ce qu'il y a une construction, un style, quelque chose de musical qui vous a vraiment tellement intéressé que vous y avez consacré 35 ans de votre vie? Ouais, il a un style. Alors, en fait, il a un style qui vient essentiellement du théâtre, parce qu'il a été aussi dramaturge et puis comédien surtout, et du journalisme. Et en fait, je pense que c'est ce qui est intéressant dans son travail par rapport à d'autres gens comme Audiard ou scénaristes ou d'autres dialoguistes, c'est alors lui, il disait pas les bons mots, il refusait ça. Il disait c'est des répliques en situation. Il aimait pas les mots d'auteur et les choses comme ça. Il aimait dire que c'était des répliques en situation, mais il est vraiment quand on lisait les articles du Canard, ça aurait pu être des passages, certains passages auraient pu être des passages de dialogue de cinéma et inversement. Il était vraiment nourri par cette période-là, et c'était vraiment, il avait vraiment le journalisme. Il a fait du journalisme du début de sa vie
à ses derniers instants, alors que le cinéma, il avait arrêté le cinéma dans les années 60 parce que les films n'étaient pas bons aussi, mais il a continué le journalisme. C'est vraiment le journaliste qui marque le style, le polémiste qu'il était, le style de Janson. Et c'est ça qui frappe. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant à l'époque. Et à l'époque, Mais c'est oui. pas du tout le cinéma français de cette époque-là. Enfin, nous, on travaillait à l'université dans laquelle j'étais, on travaillait beaucoup sur cette période-là, mais aujourd'hui, il y a des DVD, des films, des festivals entiers qui sont consacrés. Nous, à l'époque, ça intéressait personne. Enfin, c'était un travail vraiment de. C'était pas les lettres de la mer morte, mais je veux dire, faire parler d'Henri Janson à l'époque, c'était quand même une sacrée gageure. Alors, je suis quand même content parce qu'il y a des choses qui ont un peu avancé, mais et puis il y a des gens qui ont parlé de lui tout au long de leur vie. Par exemple, Bertrand Tavernier, qui l'aimait beaucoup, il a parlé de lui dans ses documentaires, son dernier documentaire sur l'histoire du cinéma, il l'aimait beaucoup. On voit Patrice Lecomte dans le documentaire, mais on voit qu'il y a une continuité, que les gens l'aimaient, et c'est de parler de lui finalement qui aide à ce qu'il reste présent, quoi, parce qu'il est un peu oublié de l'histoire du cinéma. Mais quand on le prend comme ça, quand on prend comme ça tous ces scénaristes, dialoguistes importants dans l'histoire du cinéma français entre 1930 et jusqu'à la fin des années, on va dire 50-60, Audiard, Prévert, Spaak, tout ça. J'ai cette impression qu'avec Henri Janson, c'est pas à vous que je vais l'annoncer, mais moi j'ai toujours eu ce rapport avec Janson qui est un rapport qui est pas forcément ce que la nouvelle vague a pu, enfin ce que Truffaut et compagnie ont pu lui reprocher, c'est les mots d'esprit, tout ça. J'ai l'impression que il y a comme ça une espèce de, enfin, les mots chez lui prennent corps et s'intègrent dans la composition de l'acteur. C'est pas un mot comme ça qu'on voit ressortir comme chez Audiard où on sait que ça va se terminer par un mot et on l'attend avec impatience et d'ailleurs ça se termine par un mot. Alors qu'avec lui, c'est différent. Il y a toujours cette espèce de rythme, mais ce rythme s'intègre doucement dans la phrase et dans la composition et ça donne quelque chose de très particulier. Est-ce que c'est peut-être ça lié au journalisme finalement? Oui, et puis c'est le fait qu'il travaillait beaucoup ses dialogues. En fait, il ne prenait pas du tout comme dire. Il n'allait pas dans un bistrot prendre les mots ou parmi ses copains. Il les remettait ensuite dans les dialogues. Il créait, d'abord il créait que pour des gens qu'il aimait. Il disait qu'il avait besoin d'entendre la voix de l'acteur. Il ne savait pas écrire pour un acteur. On lui présentait tel acteur qu'il ne connaissait pas, il refusait. Il voulait écrire pour jouer, pour Arletty, etc. Parce qu'il entendait la musique, en fait, déjà. Et ensuite, il les travaillait énormément, ces dialogues. Il avait une façon de travailler qui faisait qu'il marchait, il se les disait, en fait, avant de les écrire. Et il les travaillait beaucoup. Alors, c'était un peu littéraire aussi, parfois. On pense à Guitry, notamment sur certaines choses où il y avait un peu des similitudes. C'est très écrit, très. Voilà. Mais en même temps, ça. Et surtout, il arrive à faire parler tous les personnages d'un film. C'est quand même pas évident dans la vie de faire parler tous les gens très différents que vous avez dans un casting. Lui, il arrivait à ce que le serveur dans un bar qui jouait tel personnage. Tout le monde était juste dans sa façon de parler. Mais parce que c'était vraiment un vrai travail et qu'il avait du talent, un don pour ça. C'est vraiment un don. Et vous dites souvent dans le documentaire aussi, vous rappelez souvent son engagement, ce qu'il est, ce qu'il a été politiquement aussi, ses années en prison. Et là où je veux en venir, c'est, dans sa manière de faire parler ses comédiens et comédiennes, dans tous les films pour lesquels il a pu participer, dans lesquels il a pu participer. Est-ce qu'il se servait du cinéma aussi pour dire certaines choses? Alors, c'était pas un militant. Il avait horreur des partis politiques. Hein. Ouais. Il avait évidemment des idées, des engagements forts jusqu'à la fin. Hein. Faut savoir que, par exemple, il avait milité pour l'objection de conscience. Il avait failli travailler sur le documentaire La bataille d'Alger, par exemple. Donc, vous voyez, il était engagé. Ça, personne ne le sait. Il allait dialoguer la bataille d'Alger? Il avait failli, enfin, il avait commencé à travailler, puis ensuite, ça n'a pas pu se faire, mais il était très proche du réalisateur. Enfin, Ouais. il avait jusqu'au bout vraiment des engagements politiques, mais il n'était pas militant, il refusait. Il n'aimait pas l'ordre déjà, il n'aimait pas la police, il n'aimait pas les partis politiques. C'est pour ça qu'il a eu une image un peu brouillée. Et puis surtout que pour un bon mot, il serait allé en prison. Enfin, si on lui avait dit c'est un bon mot, il faut le faire, il était prêt à aller en prison. Donc c'était. Et ça influait pas. Si le ton de polémiste, certains personnages ont vraiment un ton particulier de polémiste, etc. dans ces films.
ça vient de lui, mais il ne servait pas tellement du cinéma comme tribune, par exemple, Hmm. y compris dans son propre film, parce qu'il n'y a pas une once de politique dans Lady Paname. Donc, c'était pas son. Par contre, dans la vie de tous les jours, il fallait qu'il écrive sur ce qui se passait, sur l'actu, C'était quelqu'un d'engagé dans son temps, mais pas au sens comme aujourd'hui on peut le penser, quoi. Il n'était pas bien. Ouais. D'ailleurs, les gens ont dit qu'il était de droite, d'autres fois il était de gauche. Enfin, bon. Il a une image brouillée un peu à cause de ça au niveau politique. Est-ce que c'était une évidence qu'il finisse par travailler pour ou avec le cinéma quand on connaît, quand on sait d'où il vient, son adolescence, ses premières années en tant qu'adulte, ses premiers travaux? Est-ce que c'était une Non, évidence? non, pas du tout. C'était quelqu'un qui voulait devenir acteur d'abord. Vraiment, il voulait être comédien. En fait, il voulait être Jouvet. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils avaient une telle complicité dans la vie et dans les films. Il voulait être Jouvet, il voulait être sur scène. Et le cinéma est arrivé par hasard, comme il est arrivé par hasard chez Jouvet. Et d'ailleurs, je pense qu'il considérait un peu le cinéma. En même temps, c'est le cinéma qu'il a fait, mais il considérait un peu le cinéma comme un peu à l'image de ce que pensait Jouvet, de quelque chose de subalterne, quoi. C'était un hasard. Il était rentré là. Alors après, il y était bien, mais en même temps, il l'a quitté dans les années, vers 1964-65, parce que il écrivait plutôt pour des mauvais films. Donc il a arrêté après, et il a continué le journalisme, il a arrêté le cinéma. Donc le cinéma n'était pas le. Je dis pas qu'il a eu de la lumière, mais c'était par hasard, quoi. Il aimait écrire, par contre. Alors, quand il n'a pas pu être comédien, il est devenu dramaturge de théâtre. Donc, il aimait écrire quand même. Donc, le fil rouge, c'est ça, c'est l'écriture. Mais c'est pas du tout l'image. Enfin, c'est pas du tout un homme d'image. C'est d'ailleurs pour ça qu'aussi la modernité, le problème avec au niveau moderne, avec son travail aujourd'hui, c'est que c'était pas du tout un homme d'image. C'était très littéraire, très théâtral. Et c'est particulier quand même son approche. Quelle a été la période dans sa filmographie où on sent qu'il a été extrêmement inspiré? Est-ce que c'était aussi à l'image de l'évolution du cinéma français? Alors oui, je crois, parce que vraiment, il est rentré, il a quand même eu un bol de rentrer dans les années 30. D'abord, il est rentré au moment du parlant, où vraiment le parlant avait commencé à s'installer. Il est rentré dans les années 30, et il est rentré dans les années 30 à la période où tous les grands du cinéma, enfin, c'était tous les grands films de Duvivier, de Carnet, c'était une période exceptionnelle du cinéma français, les années 30. Et après, il y a une autre période qui est moins connue, où il a vraiment brillé, excellé, c'est les années 50. Parce que en fait, c'est là où il rencontre des beaux. Enfin, il travaille sur des beaux scénarios avec plutôt des réalisateurs qui ne sont pas des très grands réalisateurs, mais qui ont une inspiration importante à ce moment-là. Je pense par exemple à Christian Jacques. Il fait avec lui Un Revenant qui se passe à Lyon, d'ailleurs, ma ville de c'est un film. Et le film est vraiment supérieur même à Fanfan là-dessus, c'est le meilleur Christian Jacques. Il fait comme ça un certain nombre de films. Il fait le meilleur de Lannoy aussi, Le Garçon Sauvage à ce moment-là. En 1951, le film sur Gaumont classique. Et il en fait 3-4 comme ça qui ne sont pas restés dans l'histoire du cinéma, mais qui sont très, 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 très bons. Et surtout, il réussit des bons scénarios. C'est-à-dire, au-delà du dialogue, il fait des très bons scénarios. Et dès les années 60, c'est la chute vertigineuse. Alors, bon, la nouvelle vague l'a bien aidé, mais le manque d'un certain nombre d'auteurs l'a aidé aussi. C'est-à-dire que c'est un peu la fin des films de Lannoy, de Christian Jacques, de ces gens-là, quoi. C'est un peu dramatique, quoi. Et il y a un moment, il arrête parce que voilà, les films. Et ils ont moins de succès aussi. Les films sont. Ouais. Parce que parce qu'il y a d'autres types de voilà. Il y a d'autres types de cinéma, d'autres. Les gens ne veulent plus voir ça en 1975, 60, 65. Ils veulent voir. Enfin, une fois qu'on a vu À bout de souffle, on n'a pas envie de voir les films qu'il a tournés dans les années 60. C'est pas possible, quoi. On aurait dit à ce moment-là qu'il donnait un peu le bâton pour se faire battre. C'était quand même pitoyable. Comme on a tendance aujourd'hui, le cinéma français a tendance parfois à revenir un peu à ce qui se faisait dans les années 50 dans le rapport au scénario et au dialogue. Est-ce que, je sais pas, je me pose cette question aussi, est-ce qu'il y aurait
indirectement, sans le nommer, peut-être des situations où on a l'impression de revoir du Janson, de réécouter du Janson dans certains films français, où c'est vraiment quelqu'un qui est lié à une certaine période? Alors, il est lié quand même il est vraiment ancré dans sa période et c'est son problème d'ailleurs, parce que s'il était un peu plus intemporel, on en aurait beaucoup plus parlé ensuite. Mais on retrouve quand même beaucoup de gens qui ont consciemment ou inconsciemment, c'est parfois aussi inconsciemment. Hein. Pour Patrice Lecomte, c'était consciemment d'après ce qu'il nous disait, mais on a beaucoup de gens dans le cinéma français qui sont imprégnés de ça, et même des réalisateurs. Le dernier, c'était cette semaine, le dernier prix Janson, parce qu'il y a un prix Janson maintenant qui est donné par la SACD, par exemple, c'est Alain Chabat cette semaine. Donc Alain Chabat, c'est quelqu'un qui est complètement, on pourrait dire, qu'est-ce qu'il a à voir avec Janson, mais si, il est complètement dans la fantaisie, et même sur l'écriture, il a beaucoup de points communs. Alors il est aussi beaucoup plus visuel que, voilà, il vient de la télé, lui, c'est pas du théâtre, mais c'est des descendants. Il y a plein de cas de scénario. Pierre Salvadori aussi, je trouve au niveau des dialogues, il a quelque chose. Ça m'arrive souvent de voir un film et me dire, tiens, c'est quand même très. Ça fait penser à Janson. Marc, c'est imprégné quand même, il y a quelque chose. Il y a une approche, il y a une empreinte parmi le cinéma français encore aujourd'hui. Donc ça, c'est quand même déjà important. Alors, je rappelle, hein, Henri Janson, L'Art du bon mot, c'est un documentaire qui est disponible dès aujourd'hui sur la plateforme Gaumont Classique. Et en plus d'une liste de 10 œuvres de ce scénariste dialoguiste, dont son seul et unique film qu'il a réalisé en 1950, Les 10 Panames. Et dans ce documentaire, donc, il y a la présence de Patrice Lecomte et celle de Christophe Mousset, qui était un grand spécialiste, historien du cinéma, un grand spécialiste aussi de l'œuvre d'Henri Janson, et qui était là pour nous en parler. Merci à vous. Merci beaucoup. Arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.